Ça va, vous allez bien? Vous êtes en forme? Ouais! Vous avez l'air. Bon, on va faire un truc un petit peu différent du Pass Event d'il y a 2 ans. On a lancé le Walibi Podcast l'année dernière. Et donc, on va le faire sous ce format questions-réponses. Et je vous demande donc de faire un maximum de bruit pour le directeur général du parc, Jean-Christophe Parent. Bonjour à toutes et tous, nous sommes à peu près 1 millier de personnes dans cette salle. Je vous remercie d'être venus tout aussi nombreux pour cette session effectivement du Pass Event. Nous avions fait un premier Pass Event en 2024, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, ben voilà, on vous avait promis que s'il y avait des annonces à faire ou s'il y avait des explications à vous donner, nous serions bien entendu tout cela pour essayer de vous répondre aux questions, y compris les plus indiscrètes, même si évidemment aux questions les plus indiscrètes, j'y répondrai de la façon la plus discrète. Jean-Christophe, je te propose qu'on partage d'abord les 10 dernières années et revenir donc sur les 10 ans de transformation qui nous ont menés ici avec les 10 ans du Pulsar qui était d'ailleurs hier. Est-ce que d'abord tu peux me dire un petit peu dans quel état était le parc à l'époque en 2015 avant même l'arrivée du Pulsar? Ah oui, je peux te donner une situation du parc en 2015. En 2015, le parc évidemment était à ce qu'on appelait une phase de maturité, c'est-à-dire que nous étions avec un parc qui était un peu vieillissant, avec un storytelling, ou en tout cas une histoire qui n'était pas très présente, des paysages qui méritaient certainement d'être revus, enfin plein de choses qu'il fallait certainement changer, d'où l'idée évidemment de se dire comment va-t-on essayer de passer cette prochaine étape des 10 prochaines années. On va d'abord commencer avec le Pulsar. Pulsar qui, pour rappel, est une première mondiale, comme il y en a eu beaucoup à Walibi. Comment vous venez sur cette nouvelle attraction du Pulsar, comment elle arrive finalement au parc? En fait, on travaille sur des temps longs quand on discute d'attractions. Et quand je dis qu'on travaille sur des temps longs, c'est-à-dire qu'entre la décision, ou en tout cas les prémices de la décision et finalement la venue de l'attraction et les premiers jours d'opération de l'attraction, il peut se passer entre 2 à 3 années. Donc, en 2013, nous sommes dans un comité de direction. À l'époque, il y avait encore Dominique Fallon. Et nous décidons de dire quel type d'attraction devrait pouvoir être mise au sein du parc. Et on réfléchit et on n'a pas de budget, il faut dire ce qui est. On n'a pas de budget, on n'a pas une thune. Et on essaye de trouver quelque chose d'un peu correct. Et en fait, on va chez Vekoma, on va chez Mac, on va chez un certain nombre de fournisseurs. Et notre attention est véritablement tournée sur Mac, qui nous propose en fait un prototype qui n'existe absolument pas, dont ils n'ont eux-mêmes aucune idée de ce que ça donnera. Et en fait, nous sommes à la IAPA Europe de, si je me souviens bien, Paris, à l'époque, porte de Versailles. Et je leur dis, ok, Banco, on va avec vous, on fait un partenariat, et puis voilà, le Pulsar, 3 ans après, est mis dans le parc. Et c'est comme ça que le Pulsar est né, mais qui était en fait une des premières pierres avant une grosse annonce du Master Plan de 2017. On va revenir en détail sur toutes les zones qui ont été faites, mais aussi celles qui n'ont pas été faites par la suite. Dans ce Master Plan de 2017,
C'est quoi la vision à ce moment-là? Comment on arrive à se projeter et se dire, ok, on va retravailler tout le parc? À un moment donné, tu dois te poser des questions qui sont différentes de je mets une attraction après une autre attraction. Et il faut se poser la question suivante, et on le voit déjà, c'est un peu les prémices des réseaux sociaux, enfin, ça frémit, les parcs fans nous disent vous êtes quand même pas très exceptionnels, les mecs, qu'est-ce que vous pourriez réellement faire? Et donc, la question n'était pas de se dire qu'est-ce qu'on va construire comme attraction, mais plutôt comment doit-on construire une stratégie qui fait que nos clients, nos visiteurs vont réellement se sentir impliqués dedans. Et en fait, c'est toute la stratégie de la très grande satisfaction clientèle qui est mise en œuvre et qui nous permet, à ce moment-là, avec l'aide de nos amis de la Compagnie des Alpes d'ailleurs, de créer ce master plan. Je te parle de 2014 parce qu'on voit ici 2017, mais en fait, toute cette réflexion a déjà commencé en 2014. On n'a pas fini, on n'a même pas encore mis le pulsar, qu'on pense déjà à que devons-nous faire pour satisfaire correctement nos visiteurs. C'est une grosse prise de risque d'annoncer un master plan parce qu'on voit sur les autres parcs, on va plutôt annoncer nouveauté par nouveauté. Et ici, on annonce, ou en tout cas on s'étend sur 10 ans. C'est quoi la prise de risque sur ce genre de choses? Ben, la prise de risque elle est complètement folle parce qu'en fait, on va, alors qu'on n'a pas une thune, de nouveau, je le répète. On est toujours à la même... On est toujours à la même enseigne. À ce moment-là, on a aussi la chance d'avoir un patron qui s'appelle François Fassier, patron des sites de loisirs, qui nous dit, écoutez, pour le parc Astérix, pour le Futuroscope, pour Walibi Belgium, il faut vraiment qu'on rentre dans une réflexion globale stratégique sur que veut-on faire de ces flagships, que veut-on faire de ces parcs. Et en fait, entre la Compagnie des Alpes et chacun des sites, on réfléchit réellement à ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, on dit, ok, si on veut faire quelque chose, si on veut que ce soit impactant pour nos visiteurs, il faut y aller, il faut taper 100 millions dans le parc. Donc c'est plutôt un fonctionnement Compagnie des Alpes de travailler en master planning? Absolument. Ok. Et quand on annonce à ce moment-là, en 2017, toutes ces nouvelles zones, on le verra par après, effectivement, tout n'a pas été fait comme imaginé, et il y a des zones qui ont changé aussi. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu es persuadé de réussir que ça va ressembler exactement à ça dans 10 ans, où tu sais déjà qu'il y a une marge sur les années, pendant 5-7 ans, où il y a une marge de changement qui risque de s'opérer? Quand tu crées un master planning, tu crées une vision, tu crées une voie, mais tu ne sais effectivement pas si la voie que tu crées, tu vas y arriver ou pas. Encore une fois, c'est un solide pari qu'on a fait. Il se fait qu'on était méga convaincus de ce qu'on présentait, bien entendu. Ça a été en fait, ça peut paraître difficile à croire, mais en fait, ce qui s'est passé, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on n'a pas d'argent, on a des difficultés à avoir des investissements pour ce parc. On a expliqué en un quart d'heure, tu m'entends bien, on a expliqué en un quart d'heure ce plan d'investissement. Et une des personnes que je ne citerai pas aujourd'hui nous a dit « Ok, on y va. Montre en main, un quart d'heure. » Comme quoi tout peut jouer en 15 minutes. Ça peut vraiment se jouer. Il fallait avoir la force de persuasion de dire « Si on ne fait pas ça, on est mort. » Et effectivement, ça a mené à plein de choses. D'abord, en 2018, effectivement, la création des Worlds of Walibi
et du nouveau Festival World. Ne vous inquiétez pas, on en parlera après, je sens déjà que ça frémit par rapport à ça. En 2018, Aqualibi avec la phase 1, le Kiddy Bay. Donc on réintègre de la famille dedans, on réintègre de la thématisation, chose qui n'avait pas forcément été mise en place à Aqualibi. C'était vraiment une des priorités du plan à ce moment-là? Alors, je reviens un peu sur les mondes de Walibi, parce qu'il faut quand même partir de la genèse du projet. La genèse du projet, c'est de dire, Walibi, il faut l'entourer d'une histoire. Et le parc a besoin d'une histoire, le parc a besoin de fondamentaux. Walibi et les Worlds of Walibi viennent de là, en fait. C'est de dire, on va faire explorer monde par monde les choses de manière différente. On ne peut pas simplement mettre une attraction. Aujourd'hui, ce que vous, les visiteurs, les abonnés ici en l'occurrence, demandez, c'est d'avoir des expériences qui sont immersives, des expériences qui sont aussi olfactives et des expériences qui sont aussi sur combien de temps ai-je envie de rester dans cette zone parce que je m'y sens bien. Et tout ça nous a amené effectivement à d'abord créer ces mondes. Et pour revenir à la question de 2018 et de l'Aqualibi, c'est que je trouve que on oublie trop souvent que l'Aqualibi fait partie intégrale du site. C'était considéré à la base comme un peu le parent pauvre du site, et je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment que ce parc aquatique, qui est vraiment un parc fantastique, ait l'opportunité de se développer correctement. En revanche, ce qu'on n'avait pas, c'est que quand on regarde la population qui vient justement sur un Aqualibi, c'est toute cette partie plus familiale pour les petits-enfants. Ça manquait vraiment d'attraction pour les petits-enfants. Et donc j'ai considéré à cette époque qu'il fallait commencer par cette première étape qui était Kiddy Bay. Et on verra par la suite, effectivement, Aqualibi a encore reçu d'autres investissements. Mais avant, toujours en 2018, on a le début d'Exotic World avec Tiki Waka. C'est vraiment une priorité d'aller attaquer le fond du parc à ce moment-là? Pour moi, oui. On avait deux options. Très clairement, il y a l'option qui est plutôt de dire je passe de l'entrée, je vais jusqu'au fond, ou je viens du fond et je reviens vers l'entrée. C'est ça, hein, c'est assez simple finalement. Le fond était à la fois tellement abîmé, peu attractif, avec une superbe attraction comme le Toutankhamon, que j'ai voulu qu'effectivement on commence par le fond de parc. Et dans cette réflexion sur le fond de parc, il y avait une chose qui était importante pour moi, c'est qu'on enlevait la coccinelle qui, normalement, devait revenir à une autre place. Malheureusement, les inondations nous ont amenés à faire ça autrement. Et d'y mettre une attraction familiale. Parce que je reste convaincu que les familles, c'est le principal vecteur de promotion d'un parc comme Walibi. D'où on a créé effectivement Exotic World avec le Tiki Waka, avec toute cette zone immersive. Et d'ailleurs, si on regarde le premier design, j'ai toujours dit, les designs qui nous sont montrés, je veux absolument qu'ils collent ou que la réalité colle à ces designs. Et grosso modo, on peut dire que même si on a fait quelques erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs dans un plan, la réalité correspond à peu près au design, à 90%. Et c'est quelque chose qu'on va voir sur la présentation, puisqu'on a toujours le concept art réalité, et on se rend compte encore plus effectivement du suivi du projet. Et puis on reste dans l'investissement famille, avec Karma World en 2019. Là c'est une grosse nouveauté, avec un dark ride à ce moment-là.
C'est une priorité d'investir dans du dark ride? C'est une priorité de présenter un portefeuille d'attractions varié. Portefeuille d'attractions qui doit être varié en termes de cibles, entre les familles, les teenagers, ça c'est une chose, mais aussi dans la caractéristique intrinsèque de chacune des attractions, de se dire je veux plutôt du coaster des montagnes russes, je veux plutôt de l'attraction indoor, parce que dans un parc comme Walibi Belgique, on est quand même en Belgique, et donc à certains moments de l'année, c'est quand même vachement bien d'avoir des structures qui sont couvertes. Et puis, vous avez aussi des petits kiddie rides, donc des attractions pour enfants. Donc, je trouvais que dans le portefeuille d'attractions, nous avions à la fois une attraction telle que le Toutankhamon, qui est aussi un dark ride, sauf que la différence en Toutankhamon, où on est plutôt sur du décor réel, ici on amenait en plus cette touche un peu plus digitale avec le dark ride interactif Popcorn Revenge d'Alterfest, qui est d'ailleurs, et ça c'était aussi une de nos grandes fiertés, c'est de pouvoir faire participer à notre plan de développement des structures, des sociétés belges, ce qui était le cas avec Alterfest. Et puis à ce moment-là, en 2019, on a aussi l'arrivée de Fun World avec Fun Pilot. Quand on construit une nouvelle zone, c'est quoi? C'est toujours un coaster, une attraction secondaire? C'est à peu près comme ça qu'on construit une zone à chaque fois, un World of Walibi? Il faut s'attendre à ça? Dans les Worlds of Walibi, tu dois retrouver 3-4 choses essentielles. La première chose, tu dois y retrouver des attractions. Alors, si possible, avoir à chaque fois une attraction un peu plus sensation, thrill, et puis une attraction un peu plus famille. Ce couple-là fonctionne assez bien. Après, tu dois pouvoir aussi offrir une offre de restauration, on y reviendra, des boutiques, des infrastructures telles que des sanitaires, etc. Mais aussi assurer d'avoir une décoration cohérente et une histoire cohérente par rapport à la zone. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque zone est typique et nous permet effectivement de passer de monde en monde et d'avoir pour chacun de ces mondes la possibilité d'être reconnu assez aisément. Est-ce qu'en 2019 déjà, on sent dans le ressenti client qu'il y a eu un changement d'image sur Walibi? Oui, très clairement, dès 2019, on voit bien ça dans nos enquêtes de satisfaction, où il y a une augmentation de la satisfaction générale des clients qui est là, et aujourd'hui encore, on constate que cette satisfaction ne fait que monter. 2020, pas de nouveauté, enfin une nouveauté mais pas forcément celle qu'on attendait, le Covid. Oui. Comment ça s'impacte sur l'investissement déjà de ce plan d'investissement et l'impact même dans le parc? Alors évidemment, c'est ce qu'on disait, quand on a une vue, une stratégie globale, la vie elle n'est jamais faite comme un long fleuve tranquille, loin de là. Il peut y avoir des aléas tels que la pandémie qui vient un peu casser la machine, alors que nous étions dans une phase relativement croissante, où les visiteurs étaient super contents d'être là, enfin tout fonctionnait assez bien. C'est un réel coup d'arrêt. C'est un réel coup d'arrêt et il faut bien comprendre que cette année de Covid a véritablement décalé tout un plan. Pas simplement, c'est pas qu'on ne croit pas à la stratégie, c'est simplement qu'à un moment donné, quand vous rentrez dans un tunnel comme celui-là, qui est celui de la pandémie de la Covid, tu ne sais jamais quand on va en sortir, et donc tu dois être aussi prudent dans la manière d'avancer sur les investissements, sur la manière de continuer à faire progresser ta stratégie. Puis en 2020, malgré tout, à côté de ça, on a déjà la construction du nouveau World. Mais avant de revenir sur Conda, je voudrais qu'on parle un peu de ce Walibi qui est venu vous faire un coucou d'ailleurs, je crois, juste avant. Les histoires de mascottes à Walibi, on peut faire une petite série Netflix. Là, sur cette
arrivé. Ça fait partie des Worlds of Walibi d'arriver avec ce nouveau personnage? Ouais, alors là, je pense que je vais me disputer avec au minimum la moitié de la salle. Ceux qui sont fans des Wabeskunks, bouchez-vous les oreilles. On ne veut pas que vous soyez attaqués. Non, mais globalement, ce qu'on avait remarqué, alors les Wabeskunks, ils avaient certainement leur raison d'être quand on les a créés, mais ce qu'on avait quand même remarqué, et des études le démontraient aussi, c'est que la mascotte avait quand même perdu un peu de son appétence par rapport au fait que les gens aient envie de l'embrasser, tu vois, par exemple. Et il se fait que moi qui suis là maintenant depuis à peu près 25 ans, ben j'ai remarqué quand même qu'au début de Walibi, et puis en 2006 avec le retour de Walibi, Walibel, etc., et les gens étaient quand même très attachés à voir plutôt une mascotte plus en rondeur, plus douce, plus amicale quelque part, moins peut-être... moins rock'n'roll. Moins rock'n'roll certainement, plus conventionnelle. Et donc on a décidé à ce moment-là justement de refaire en sorte que la mascotte soit plus dans ce que notre visitorat nous demandait finalement. Et puis 2021, en dehors de cette arrivée, c'est aussi l'arrivée d'une deuxième mascotte, on peut presque dire ça, le Conda. À quel moment le Conda arrive sur la table, déjà en termes d'histoire, comment on arrive à ça, sachant que le Conda, à l'époque de 2017, c'est le plan qu'on voit ici avec une zone qui était un petit peu différente, est déjà annoncé. Ouais. Alors, en fait, j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est que Conda, il y a des temps longs, enfin tout investissement en temps long. Donc vous imaginez bien que avant 2020, on est déjà en train de discuter du Conda. Le problème, c'est que la Covid passe par là, et donc il a fallu à l'époque qu'on y aille avec une vraie force de persuasion pour démontrer que malgré tout, il fallait continuer ces investissements. Ok, il fallait certainement les décaler, ça, il n'y avait pas de doute, puisqu'on ne savait pas véritablement quand on allait sortir de cette pandémie, mais il fallait aussi garder le cap. Donc, on a été confronté à un moment donné à des personnes qui voulaient absolument pas voir Conda arriver, et finalement, je suis parvenu, entre autres avec François, à convaincre ces personnes qu'en fait, si il fallait continuer, quand tu traces une ligne, il faut y aller. Et ok, il va y avoir des obstacles, ok, le chemin il va être semé d'embûches, mais il faut y aller. Et on a résisté, et c'est ce qui nous a permis d'avoir en 2021 le Conda, qui est absolument passé complètement inaperçu d'ailleurs en 2021. Je rappelle qu'il n'y a pas véritablement eu de publicité qui a été faite là-dessus, il n'y a pas eu d'inauguration sur le Conda. Enfin, c'est une attraction qui a été depuis le départ totalement sous-estimée parce que malheureusement on n'a pas pu non plus, je dirais, la promotionner de la manière dont on aurait souhaité la promotionner, ce qui nous a certainement coûté des prix. Malgré ce manque de marketing, il y a quand même un impact direct sur les visiteurs à ce moment-là, à l'ouverture. Je crois qu'effectivement, les premiers visiteurs qui montent sur le Conda définitivement ont compris qu'on avait tout compris à leurs besoins et à leurs désirs. Et ça place Walibi sur le paysage des parcs d'attractions. Tu sens que Walibi passe un nouveau step avec l'ouverture d'un Conda? On passe complètement à un nouveau step. Et si tu reprends un petit peu le design de départ, si on peut, c'est pas que sur le Conda. En fait, là, vous voyez un petit peu le design qu'il y avait. Une espèce de restaurant africain, ouais, mais qui est pas du tout mis dans le sens où il est mis aujourd'hui. Donc en fait, la Covid nous a permis, malgré tout, de repenser nos plans, y compris certains designs qui étaient en fait mis à l'envers. Le restaurant tel qu'il est là, normalement, vous devriez passer face au Tiki Waka,
Eh bien non, aujourd'hui on passe face au Conda. Pour deux raisons. Une raison de flux, dans un premier temps, qui est beaucoup plus naturelle quand on nous fait passer entre le Nsoso et le Conda. Et la deuxième raison, c'est que, en termes de captation de nos visiteurs vers ce restaurant, le fait de l'avoir inversé nous a permis effectivement d'avoir une captation différente. Donc, c'était la Covid aussi une opportunité de rechallenger un certain nombre de choses qui avaient été mises dans le master plan de 2017. Donc, dans toute difficulté, il y a toujours une opportunité. Pour rester sur les difficultés, hélas, donc là vous le voyez, la zone est belle, c'est joli, ça vient d'ouvrir, on est hyper content, quelques mois après. Inondation. Comme diraient certains, les emmerdes quand ça vole en escadrille. Hein, donc, après effectivement la Covid, on se prend le 14 juillet 2021 les inondations. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ce sont des aléas climatiques. Il ne faut pas se leurrer, ces aléas climatiques, un jour ou l'autre, ils viendront. Il n'y a pas de... Donc on vit débat là-dessus, donc on doit vivre là-dessus. On doit vivre avec ça. Oui, c'est ça, on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. Et à l'époque, vous imaginez bien qu'on est un peu désespéré. On est avec nos cuissards, on est le 15 juillet. Je reviens de Paris parce que moi j'étais à Paris le 14 juillet, je m'en souviens comme si c'était hier. Je reviens de Paris, je mets mes cuissards, je suis encore avec François Fassier qui met ses cuissards. On est dans le parc, on se dit on est vraiment bien dans la merde, hein, voilà, disons les choses comme elles sont. On a de l'eau jusque-là, hein, donc moi je suis pas très grand, enfin bon, tu peux imaginer qu'il y a quand même de l'eau jusqu'à un certain niveau. Et à ce moment-là, il y a une machine qui se met en marche qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Ça peut paraître bizarre que je parle comme ça, un petit peu entre les soupes et les patates de la Compagnie des Alpes. En fait, la Compagnie des Alpes va nous aider d'un support exceptionnel à partir de ce moment-là. On a le CEO de la Compagnie des Alpes qui vient, et lui, il est toujours d'un support exceptionnel aussi. Il va me dire, écoute, c'est vraiment triste ce qui arrive, mais je crois dans la résilience de tes équipes, je crois dans la force de tes équipes, et je suis sûr que le 2 octobre, tu vas pouvoir ouvrir le parc pour Halloween. Et le 2 octobre Et le 2 octobre, on a ouvert le parc pour Halloween. C'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment la force de l'équipe qu'on a réussi à construire. Je n'ai jamais eu d'hésitation sur le fait que nos équipes soient non seulement des professionnels de l'accueil, des professionnels du divertissement, mais je n'ai jamais eu non plus le moindre doute sur le fait que quand il fallait se serrer les coudes et aller de l'avant, ils étaient en capacité de le faire. Je tiens encore une fois à les remercier. On est 5 ans plus tard, ça m'émeut toujours. Et effectivement, je crois que c'était une période relativement difficile pour eux comme pour nous, mais clairement, moi je suis fier de travailler avec eux au quotidien, et j'espère qu'ils le sont de travailler avec moi, mais c'est clair que c'est eux qui font la beauté du parc, c'est eux qui font que tout au long de ces années, vous avez pu vivre toutes ces joies et tous ces émerveillements au sein du parc. Je pense qu'on peut encore les applaudir. 2023. Alors tout le monde s'attend à un twist and splash back, on va revenir un peu après dessus. Et venu de nulle part, Walibi hack ton PC d'ailleurs, c'est ça la vidéo, hein. Il hack ton PC, il commande un Silverton. Quelques mois après, le Silverton est livré. Est-ce qu'on se parle vraiment de quelques mois? Comment ça ce Silverton débarque? En fait, le Silverton, c'est une histoire un peu bizarre, mais voilà, elle est là. C'est une attraction qu'on a juste été piqué à Frépertuis. On embrasse d'ailleurs. Voilà, il faut dire ce qu'il est. Et on demande aux gens de Frépertuis, franchement, ce que vous avez fait là, on trouve que c'est génial. C'est une super attraction familiale. Je trouve qu'on doit continuer à investir dans les attractions familiales.
et vous avez un concept exceptionnel, est-ce que vous seriez OK que je puisse juste reprendre votre concept et le mettre dans notre parc avec une vision pour moi qui est celle de comment est-ce que je vais à un moment donné créer une cohérence avec Adventure World. Et le Silverton arrive comme ça, tout simplement. Donc malgré un plan d'investissement établi, s'il y a un coup de cœur ou une bonne idée, on peut changer complètement le plan et se dire ok, on va là-dessus parce qu'on y croit. Ouais, exactement. Je pense que c'est une ligne, c'est une voie qu'on trace avec la stratégie, le master plan. Maintenant, il faut pas se brider et rester là-dedans, enfermé dans un carcan. Il faut avoir la possibilité, quand on considère qu'on a de réelles opportunités, de pouvoir légèrement dévier de la trajectoire. Mais quand on dévie légèrement de la trajectoire, c'est pas grave, on reprend la trajectoire par après. Walibi Belgium, c'est aussi connu pour sa saisonnalité, notamment Ibilo, on vous en parlera pas aujourd'hui, mais il y aura du lourd. C'est aussi connu pour sa saisonnalité, et en 2023, l'arrivée de Walibi Winter. Oui. Comment ça arrive, Walibi Winter, au niveau du parc, déjà, en termes d'historique, et à côté de ça, c'est quoi ta satisfaction actuelle de Walibi Winter? Comment tu le vois se développer? Alors Walibi Winter, en fait, c'est déjà pris à partir de 2017. Pourquoi est-ce que je dis que c'est déjà pris à partir de 2017? Parce que justement dans la trajectoire, c'est aussi de se dire quelles sont les périodes de l'année où on peut se permettre d'ouvrir le parc. Et Winter n'était pas véritablement une période où on pouvait ouvrir ce parc, que du contraire. On était un parc saisonnier, plutôt un parc qui ouvrait d'avril à septembre dans un premier temps, puis on a été un peu plus loin, jusqu'à novembre, et là on s'est dit, il y a quand même un coup à jouer sur Winter, donc on est en 2017, et donc j'emmène un certain nombre de personnes avec moi dans mes valises, et on part du côté de Göteborg, on part du côté de Tivoli au Danemark, de Liseberg, de Phantasialand, enfin tous ces parcs qui à l'époque ont déjà effectivement un événement Noël. Et Europa Park aussi d'ailleurs. Et la réflexion était assez simple, c'était comment peut-on implémenter ce type de projet au sein du parc. Bon, on voyait que au niveau des concepts, c'était super. Après, il y avait un très 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 gros travail d'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert avant 2023 ? Ben, tout simplement parce qu'on n'était pas préparé. Il faut bien comprendre que ouvrir un bloc sanitaire ici, en décembre, c'était pas possible avant. Tout simplement parce que nous n'avions pas des tuyaux qui étaient enterrés aux bons endroits, qui étaient hors gel, comme on dit. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Au niveau de la boucle d'eau, c'était la même chose. On était en incapacité de produire, enfin, pas de produire, mais d'amener l'eau jusqu'à nos restaurants pour pouvoir, justement, amener de l'eau à tous les niveaux du parc. Et donc, on a été plus contraint par des problématiques d'infrastructure que par des problématiques de concept. Le concept, on y croyait déjà. Fallait l'infrastructure, ça demandait un certain temps. Et en fait, l'infrastructure, comment est-ce qu'elle est venue ? Tout simplement en créant les mondes. Donc, quand on a créé les mondes, à chaque fois, évidemment, on s'est dit, on va faire en sorte que l'infrastructure soit en capacité d'accueillir un produit tel que Winter. Voilà, c'est parfois aussi bête que ça, mais c'est ça la réalité de pourquoi attendre 6 ans avant de faire Winter. Et comment tu te projettes sur ce Walibi Winter ? Parce vous avez fait le choix d'investir beaucoup dès le début et de couvrir déjà une grande partie du parc. Comment on voit l'avenir de cet événement ? Moi je le vois de manière brillante. On a eu jusqu'à présent 3 événements Winter. On va continuer à promotionner cet événement Winter qui n'est pas encore totalement
installé. Oh, bonjour Dominique. Qui n'est pas encore totalement installé, mais que je pense on est encore en capacité de faire évoluer. On l'installe et puis petit à petit on amènera encore des évolutions à cet événement, mais j'y crois dur comme fer. J'y crois vraiment dur comme fer. En plus de l'ouverture de Walibi Winter en 2023, à la même période, c'est un gros investissement avec Surf Bay qui est les tout nouveaux toboggans ProSlide. Donc on est d'abord 2018 avec un investissement famille. Il revient l'idée de moderniser les toboggans et d'ajouter une grande tour à Walibi. Ça c'est aussi une priorité qui n'est pas dans le plan de 2017 par exemple. Ça c'est à la fois, comme tu le sais, j'ai été visiter pas mal de parcs aquatiques tout au long des années précédentes, 2023. Je suis allé à Dubaï, je suis allé dans pas mal de pays pour justement visiter les parcs aquatiques. Et clairement, pour moi, l'Aqualibi lui manquait, à l'exception du Rapido, qui est pour moi l'icône des icônes mythiques de chez Mythique, il manquait quand même une tour un peu plus sensationnelle, tout en restant familial dans son concept. Donc il fallait quand même un peu se gratter la tête pour trouver les attractions qui fonctionnaient. Et donc je les ai trouvées quelque part, à la fois chez ProSlide et à la fois en les essayant un peu dans tous les pays où on a pu aller essayer. Et je me suis dit, ça c'est le projet qu'il nous faut. Encore une fois, on n'a pas la slide concernant le tout premier projet, qui n'a rien à voir. Qui était le tout premier projet, celui d'ailleurs, je pense, qui se trouve dans le master plan, qui n'a absolument plus rien à voir avec ça. On doit aussi s'autoriser à certains moments de modifier les projets de telle sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui est réellement adapté aux besoins de notre visitorat, d'une part, et à ce qu'on veut réellement offrir, d'autre part. Et je crois, Jean-Christophe, par rapport à ce projet, qu'on a déjà une première annonce à vous faire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Voilà. C'est pas RMC qui construit ce genre de film. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'utilise peut-être pas de manière la plus efficace la web. On a aussi, comme tu le sais, une vraie culture du RSE. Donc, et dans le RSE, il y a une partie économie d'énergie, durabilité et autres, à laquelle on est particulièrement attaché. Et donc, ça me paraissait être une hérésie de ne pas, à un moment donné, couvrir cette vague de telle sorte à ce qu'on puisse, et dans un premier temps, parce que c'est quand même ça l'essentiel, continuer à donner à nos visiteurs, à nos abonnés, un produit de qualité. Aujourd'hui, je considérais que le produit n'était pas complètement abouti. Avec la couverture de la vague, je pense qu'on va pouvoir profiter mieux de cette partie de l'Aqualibi. On peut s'attendre à des travaux pour quand? Alors les travaux, ils auront lieu principalement en octobre. De cette année? De cette année, ouais. De cette année, de telle sorte à ce que pour l'hiver, ça soit OK. On va commencer déjà à avoir des éléments qui arriveront sur le site ici en août-septembre. Et donc, on continue à travailler le temps d'avoir le permis, hein, parce que c'est important d'avoir le permis. Sachant que pour l'instant, je crois que c'est du sur-mesure ProSlide. Pardon ? C'est du sur-mesure ProSlide. C'est du sur-mesure de ProSlide. On a étudié ça avec eux. Ils ont fait un travail formidable, quelque chose qui me semble être totalement intégré, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel nous tenons. C'est que l'ensemble soit beau et intégré, et je pense qu'ici on a quelque chose qui va plutôt bien.
Repartons maintenant sur Walibi avec Doc World en 2025. C'était à cette occasion qu'on avait pu faire le tout premier Pass Event par ailleurs. C'est quoi ton analyse de Doc World maintenant que c'est construit, maintenant que c'est là? Si on revient il y a 2 ans, on était, je crois, en chantier. À ce moment-là, on avait reveal le premier on-ride de Mécalodon. C'est quoi ton ressenti maintenant sur Doc World en 2026? Bah là aussi, c'est une grande fierté de la part, c'est une grande fierté pour moi, mais surtout pour les équipes, d'avoir de nouveau complètement collé un design, d'avoir complètement fait en sorte que ce qu'on avait produit comme dessin au départ, eh bien on le retrouve dans la réalité. C'était aussi pour moi quelque chose d'essentiel. Encore une fois, Doc World, à la base, ça existe, mais absolument pas dans notre plan d'investissement. Ça n'existe pas dans notre plan d'investissement. C'est un jour, de nouveau, mon comité de direction qui me dit « Écoute Jean-Christophe, parce que bon, le fait d'avoir une équipe, c'est quand même plutôt bien. Hein. Ça vous permet de vous challenger d'une part, ça vous permet de vous donner des idées et de vous nourrir d'autre part. » Et donc, le comité de direction me dit « Écoute, on a des coasters, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment un coaster familial. Et il faudrait qu'on ait un coaster familial, mais qui respecte l'ADN de Walibi. Et l'ADN de Walibi, c'est les sensations pour tous. Donc inévitablement, de nouveau, on a un peu questionné le marché, et on est arrivé chez Gersauer qui nous dit, écoutez, on souhaiterait lancer notre nouveau type de coaster, un Family Launch Coaster. Est-ce que effectivement ça rentre un peu dans votre philosophie, dans ce que vous souhaiteriez? Et donc, inévitablement, on a dit banco, on y va, on le fait. Et j'ai surtout voulu qu'on soit dans une atmosphère portuaire. On avait Doc World, le Doc World qu'on connaissait n'était pas totalement, pour moi, abouti d'un point de vue design d'une part, mais aussi storytelling d'autre part. On n'y racontait pas véritablement l'histoire. Ici, avec Doc World, on a à la fois le côté familial du côté Mécalodon et le côté un peu plus sombre avec la turbine, le flashback, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'avoir pu remettre au goût du jour certaines attractions qui me paraissaient un petit peu désuètes en termes de teaming et de décoration. Et donc, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui avec Doc World à avoir la bonne synthèse de ce qu'on attendait et je pense que le résultat est là. Le résultat, d'un point de vue satisfaction clientèle, il est là. Doc World, en tant que tel, est fortement apprécié. Et évidemment, Mécalodon fait partie du top 3 des attractions plébiscitées par l'ensemble de nos visiteurs. Donc une fois Doc World construit, parce qu'on va parler évidemment de festival qui va toucher un public un peu différent sur le nouveau RMC, en 2025, tu te dis, vous êtes fous, hein, tu te dis, ok, on a réussi maintenant à avoir un vrai portefeuille d'attractions pour les familles, ça c'est une réussite. Je me dis surtout qu'on a mis Popcorn Revenge, on a mis Silverton, on a mis le Mécalodon, bien entendu, on a mis Fun Pilot, on a mis Tiki Waka. Donc sur les quelques attractions qu'on a mis, quand on regarde bien, on est plus sur de l'attraction familiale et dans le portefeuille en plus un peu varié, sans parler évidemment de Kiddy Bay et de Surf Bay. Voilà, on se reconcentre évidemment sur ce public plus familial. Pense qu'à un moment donné, il faut faire plaisir à nos ados. C'est vrai. Et à nos fans. Et à un public un peu plus averti, peut-être un peu plus jeune adulte aussi. Voilà. J'arrive pas à savoir s'ils applaudissent pour la nouvelle stratégie FNB ou s'ils applaudissent pour le RMC. 2026, une des nouveautés, on l'a déjà vu avec la pita, le burger, etc., c'est de s'associer avec un chef Bart de Potter.
Comment vient cette stratégie F&B et est-ce que finalement cette stratégie F&B, elle ne fait pas aussi partie de ce master plan? Si, elle fait complètement partie du master plan. Il faut juste pouvoir lancer les choses au bon moment et avec les bonnes personnes. Il se fait que, je vous le dis en toute honnêteté, je ne suis pas complètement séduit toujours par la restauration qu'on peut offrir à nos visiteurs. Et donc, je veux absolument me retrouver dans une restauration plus durable, plus qualitative et si possible pour un prix équivalent. Donc ça c'est effectivement la stratégie et le fait de s'adjoindre les compétences d'un chef quand même doublement étoilé Michelin nous permet effectivement d'avoir accès aussi à des produits, à des fournisseurs qui eux sont en capacité de nous amener à un niveau supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on ne va pas changer du tout au tout et demain, on ne va pas devenir le parc gastronomique 4 étoiles, c'est pas du tout ça le sujet. Ce qu'on veut faire avec Barthes, c'est faire plus du fast-food, mais du fast-good food. C'est ça la différence. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est que on sait que vous venez pour les attractions. Tout le monde le sait. Enfin, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Par contre, on voudrait que vous y restiez pour le goût. Donc pour l'offre de restauration qu'on va implémenter ici, et on va se donner, soyons clairs, hein, le master plan c'est 10 ans, l'offre de restauration c'est une stratégie qui va être déroulée sur un horizon de 1 à 3 ans. On a décidé pour cette présentation d'être complètement transparent avec vous et de vous parler aussi de ce qui n'a pas été fait. Mais avant de vous parler de ça, je veux juste qu'on regarde cette timeline et de se rendre compte du nombre d'investissements. C'est quoi ce qui te rend le plus fier sur ces 10 années de transformation? Bon, il y en a pas une qui est particulière par rapport aux autres, parce que pour moi, le plan de développement n'est pas complètement achevé à date. Par contre, quand on voit effectivement que depuis 2016 jusqu'à 2025, à l'exception de l'année 2020, même s'il y a eu évidemment la mascotte, je pense qu'on a aussi démontré notre ambition et notre volonté de faire de ce parc à la fois un parc de référence sur la Belgique, mais on essaie effectivement de le pousser comme parc de référence plutôt européen. Et ouais. Je pense que les investissements à venir vont encore plus permettre de le positionner. Quand la stratégie, tu voulais répondre à ça? Ah oui, moi je l'espère, mais bon, oui. On verra. Hein, on va voir on verra, ce que vous en pensez. Quand la stratégie évolue, la place d'entrée. Alors attention, ce qui est montré ici, ça ne veut pas dire que ça va être fait, si j'ai bien compris. Que du contraire. Que du contraire, tu as effectivement signalé que dans une stratégie, il y avait des choses qu'à un moment donné, il fallait abandonner ou revoir. La place d'entrée telle qu'elle est là aujourd'hui, in fine, si on y pense, alors c'est super, c'est génial, on pouvait même encore faire mieux. Quand on fait des dessins, ils sont tellement léchés que ça nous fait tous rêver. Ceci étant dit, est-ce que vous préférez que nous mettions de l'argent dans le parc pour de l'attractivité ou pour un endroit où vous passez exactement 2 minutes 30? Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Et donc, évidemment, il faudra qu'à un moment donné, on fasse évoluer cette place d'entrée, mais on ne va pas y consacrer des millions et des millions, parce qu'aujourd'hui, on considère que ce seraient des millions perdus ou mal utilisés,
par rapport à ceux qu'on pourrait investir dans le parc. Donc ce concept art, on ne peut plus le prendre en exemple de ce que pourrait devenir la place d'entrée d'Olivier. Absolument pas. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. J'allais trop vite. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. Je ne le fais pas sans raison. Encore une fois, quand je regarde les entrées, et je ne citerai pas pour le coup les parcs, mais quand je regarde les entrées d'autres parcs, même de très grands parcs du côté d'Orlando, ça casse pas toujours trois pattes à un canard. Hein. C'est des entrées relativement simples qui ont pour seul objectif de faire entrer les clients dans un univers, et l'univers, il est derrière l'entrée. Donc voilà. À côté de ça, on en parlait un petit peu avant avec ce Twist and Splash Mac. Ça aussi, on peut partir du principe que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Alors je vais combler en attendant. À partir du moment... Le micro est en place, on est bon ? Ouais, c'est magnifique. À partir du moment où le Mécalodon passe quand même un peu sur l'attraction, ça risque d'être compliqué d'aller mettre une attraction. Et on voit toujours la Gold River d'ailleurs ici. Hein. On voit d'ailleurs toujours la Gold River qui restait dans les plans. Donc comme quoi, dans notre stratégie, oui, Dockworld, il fallait le faire. Oui, il fallait y amener de l'attractivité. Alors ici, il se fait que c'était dans la partie plutôt Adventure World. Mais voilà, là, ça va pas être possible pour des raisons physiques. Plutôt physiques, oui, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'Adventure World, ce soit la prochaine zone après Festival World à être retravaillée ? C'est une excellente question, merci de me l'avoir posée. Avec plaisir. Ce qui est bien, c'est que tu ne me mets jamais dans l'embarras. Mais clairement, il va falloir travailler la zone Adventure World. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait de mettre le Silverton à la place où on l'a mis, pour créer du lien avec la zone italienne et Adventure World, et rendre cette zone de manière cohérente, il faudra le faire un jour. À date, je ne peux rien annoncer là-dessus, mais c'est pour moi inscrit dans la stratégie. Voilà, vous avez l'info. Attention, s'il vous plaît, ne faites pas de crise cardiaque. Ça, c'était la zone du loup-garou. Pourquoi en 2017, donc la zone loup-garou, je crois qu'elle est prévue dans les horizons 21, quelque chose comme ça. Pourquoi finalement ce qu'on va avoir ne ressemble plus du tout à ça, et pourquoi c'est pas fait au moment indiqué? Bon alors, déjà, on avait l'ambition, enfin, on ne se rend pas compte ici, on est en 2025, mais l'ambition était, si vous vous souvenez bien, à l'époque, de faire un master plan qui allait de 2017 à 2023. La zone loup-garou était prévue pour 2022. Je te rappelle qu'on a eu deux petits événements un peu consécutifs qui s'appellent la Covid d'une part et les inondations d'autre part, qui font qu'on a été quand même un peu arrêté dans nos plans de développement. Au départ, il n'était pas envisagé d'imaginer que le loup-garou disparaisse du paysage. Et donc, effectivement, c'était bien la zone loup-garou, où on souhaitait simplement, à l'époque, refaire, démolir toute cette ligne de jeu, démolir le Pizza Solo et refaire évidemment un espace beaucoup plus cohérent, toujours sur la thématisation de la Nouvelle-Orléans. Donc ça, on n'a pas changé sur le fait qu'on se dit cette zone, il nous la faut, et il nous la faut dans cette thématique-là. Le siège qui était là, c'était le siège du roi Carnaval, hein, d'ailleurs. Okay. Donc voilà, on était vraiment déjà dans cette philosophie et dans cette vision de ça sera sur le thème du carnaval. Et dans le restaurant qui était prévu, qui s'appelait d'ailleurs Carnaval Restaurant, juste comme ça, il y avait pour
la vision, c'était de placer un food court avec plusieurs types de restauration. Une restauration italienne pour le carnaval de Venise, une restauration cajun pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans, une restauration plus brésilienne avec de la churrascaria, etc., etc., et une restauration, je ne sais plus laquelle. Enfin, il y avait 4 types de restauration dans ce bâtiment, et le bâtiment devait représenter un hangar de chars de carnaval. Okay. Il y a des choses qu'on a gardées dans les idées, et il y en a d'autres qu'on a éliminées parce que ça ne fera pas. Lundi, une vidéo est sortie à 13h. Je vous propose qu'on la regarde. Festival War 2028 est né. C'était demandé, c'était attendu, ouais. C'est fait, et pas à moitié en plus. On l'espère. À quel moment vous prenez la décision déjà de repartir à zéro et de dire, ben voilà, la zone qu'on a vue, qu'on vous a montrée, elle va plus du tout ressembler à ça? Bon, en fait, aujourd'hui, on peut vous le dire, on s'est vu en 2024, mais en fait, en 2023, on discutait des jeux du RMC. Donc, en avril 2023, on commence à parler du RMC. Et en fait, petite anecdote. Je suis dans le secret. Petite anecdote, effectivement, on se retrouve à Orlando, tu es avec moi d'ailleurs à Orlando, je te dis viens un peu voir un truc avec moi. Moi je suis comme un fou, hein, vous imaginez pas. Viens avec moi, on est en novembre 2023, j'invite Erwan et d'autres personnes d'ailleurs, on est à Orlando, et on se dirige vers le stade de RMC, et c'est pas trop où on va. Puis on monte chez RMC, alors là il se dit bon, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Et là, on nous montre la première vidéo de l'attraction qu'on va certainement, à un moment donné, construire ici sur le site. La vidéo, vous ne la verrez pas, évidemment. On ne peut pas tout vous donner tout de suite. Hein. Ah bah oui, j'imagine que vous êtes choqués, déçus. Pourquoi est-ce qu'on ne vous la montre pas la vidéo? Tout simplement parce que la vidéo qu'on a en 2023, évidemment, il y a toujours des grands malades qui sont aussi au niveau de la Compagnie des Alpes, dont un qui s'appelle Julien Simon, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le jeune homme à l'arrière, et puis vous avez Fabien qui est lui le jeune homme à l'avant, et puis il y a le gros qui est là, le jeune homme à la gauche. Et ça, c'est moi. Et là, en fait, on est déjà en juillet 2025 et on monte les premiers designs du master plan Festival World. Donc, entre 2023 et 2025, on a déjà beaucoup travaillé dessus. On a déjà revu, parce qu'on a la chance d'avoir chez RMC aussi des gens tout aussi allumés qu'un mec comme Julien Simon. Et donc, le fameux Joe, là, que tu connais. Et donc, voilà, à partir de 2025, on est parti et on se dit master plan et concept thématique 2028. Donc, on sait qu'on va la créer en 2028. 2023, 2028. C'est des projets qui prennent 5 années entre les premières discussions et le fait de voir dans le parc le RMC. Ça me tenait à cœur aussi de mettre cette petite photo. Là, on est où? On est encore à Orlando? Ouais, là, on est à Orlando. Et là, la main ne doit pas trembler parce qu'il faut signer le contrat. Donc là, on signe le chèque. Que dis-tu? Là, on signe le chèque. Là, on s'engage. Là, on signe. D'ailleurs, tu vois Joe.
là, qui est derrière avec la casquette, qui est le designer qui conçoit les rails de RMC. Et il est un peu inquiet, hein, comme tu vois. Il se dit, oh là là, faut que ça se fasse. Le montant, il a l'air astronomique. On va parler des choses qui vont disparaître. On a beaucoup parlé du loup et on a injustement pas assez parlé du 4D, je comprends pas. À quel moment vous vous dites, dans la création de festival, le 4D, on va pouvoir s'en passer et on va le détruire, lui aussi? Alors le 4D, c'est un truc fantastique. J'ai mon directeur financier qui me dit, écoute, s'en fout du 4D, c'est une merde. Bon, je trouve qu'il a quand même reçu SpongeBob. C'était super. Je trouve qu'il a quand même reçu les Wab et les Scuds. Enfin, tu vas peut-être un peu fort sur le fait de dire que c'était une merde. Moi, je trouve que c'était une attraction qui, en son temps, avait de l'allure, se tenait bien. Aujourd'hui, évidemment, elle a peut-être plus totalement sa place au sein du parc. Et il me dit, et si on faisait passer le RMC dans le 4D? Je lui dis, écoute, t'es un excellent financier, mais peut-être que pour les concept art, on va laisser ça à d'autres. Et finalement? Mais finalement, il est décidé de détruire ce 4D, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de place pour construire une nouvelle gare. Et on en reparlera un peu de cette gare. Le loup-garou. Loup-garou. Ça crie moins que pour RMC quand même. On sent que vous avez déjà commencé à passer le step d'après. Le loup-garou, donc en 2017, tu me confirmes qu'il n'y a pas du tout cette idée du RMC? Absolument pas. Comment ça vient, l'idée de dire, ok, le loup-garou, il est temps pour nous de lui faire une deuxième vie? J'ai l'occasion d'aller faire un thème à Walibi Holland, j'ai l'occasion d'aller faire un Iron Gwazi à Tampa, j'ai l'occasion d'aller faire un Zadra en Pologne. Et donc, je me dis, ouais, finalement, un coaster en bois, c'est super, mais s'il y avait moyen quand même de lui mettre de l'acier pour qu'on puisse faire d'autres petites choses, ce serait sympa. Et déjà dans ces tests-là, tu te dis, quitte à le faire, autant partir plutôt sur un Iron Gwazi ou un Zadra qu'un Untamed. En termes de taille. Tu me poses toujours les questions. Ouais, je me pose pas la question. Moi, je dis juste, parce que et c'est comme ça que je fais généralement. Dites-vous bien que tout ce qu'il y a dans le parc, c'est absolument pas moi qui design. J'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Donc je dis à chaque fois à Julien Simon, Julien, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du projet? Et donc, je sais pas ce qu'il a inventé, moi. Mais tu sais que probablement, voilà. Mais je sais que ce qu'il va faire, ça va être une tuerie, oui. Voilà. Après, c'est vrai que je lui dis, bon, si tu peux me faire autre chose qu'un thème, ce serait bien. Même beaucoup un thème, attention. Après, ne rêvez pas. On verra. Ok, on veut en tout cas avec RMC pouvoir placer cette attraction à un niveau européen, à minima, voire mondial, ce serait super. Enfin bon, nous ne sommes que Walibi Belgium. La fin du loup, on a aussi décidé de la célébrer. Ouais. Avec un merch spécifique. Qui est déjà disponible dès aujourd'hui. Tu confirmes? Je reconnais effectivement bien ton esprit mercantile et effectivement il y a déjà une collection pour dire un peu au revoir à notre loup-garou. Et donc, pour l'information, ce sera disponible dans la web dès maintenant. C'est pour ça que c'était couvert sous un drap noir dès la sortie. Et il y aura aussi une boutique éphémère qui est présente directement à la sortie du Tiki Théâtre pour récupérer, si vous voulez, le pull, le t-shirt, et il y a des magnettes, etc. Toute une collection spéciale pour la fin du mois. Bon,
ça. Oui. On a déjà un visuel Ouais. ici de l'entrée de gare. Oui. Quand tu travailles par exemple sur un Doc World, on voit que la thématique a été encore poussée par un exotique. Oui. On peut s'attendre sur un festival à une thématique encore plus renforcée. Il y a toujours cet objectif d'aller encore plus loin. Alors, toujours une ambition, évidemment, d'avoir des décors qui sont encore plus léchés, plus réalistes. Et donc, je pense qu'on est déjà arrivé à notre niveau, évidemment, à un niveau qui est déjà relativement exceptionnel. Et quand on voit entre le Tiki Waka et Doc World les progrès qui ont été faits là-dessus, clairement, on peut encore attendre autre chose. Pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, on a certainement fait des erreurs. Chaque fois, ces erreurs sont prises en compte dans les nouveaux projets, ce qui permet de nous améliorer à chaque fois. Mais je suis sûr qu'on fera encore quelques bêtises sur ce projet-là, mais c'est pas grave. Globalement, il sera certainement ultra satisfaisant. Et donc, je te disais tout à l'heure, on voulait rester sur ce fameux concept du carnaval. On va rester sur ce concept du carnaval avec le char un peu emblématique qui est ici, on voit, qui sera en fait l'entrée de la gare du coaster. Quelques informations. On en parlait un petit peu, si on pouvait comparer à un autre coaster. C'est quoi l'expérience qu'on souhaite proposer ici sur ce coaster au public? Alors encore une fois, là-dessus, je laisse à Julien toujours toute la latitude de m'épater dans un premier temps. Je pense que effectivement les derniers designs que j'ai vus sont plutôt sympas. À date, il y a quelques figures effectivement qu'on pourrait considérer comme des premières mondiales. On n'en dira pas plus que ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, voilà. Il n'y a pas plus de première mondiale, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus d'autres choses. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus d'air chaud. Peut-être qu'il y aura des airtime un petit peu plus. On verra. La vitesse, elle est celle qui est marquée là. Un parcours plus long que le Loup-Garou, 1231 mètres, va quand même falloir s'accrocher, les amis, parce que c'est un vrai beau parcours. Il est plus long, un petit peu plus long que celui du Conda, d'ailleurs, si je ne m'abuse. On est sur un record du Benelux avec cette longueur. Absolument, et au niveau effectivement de RMC avec qui on travaille, je ne sais pas si Steven est là ou pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il est là? Steven Packing? Non? Where he is? Oh, Steven, how are you? This is c'est un des... Excusez-moi. Ici, on va vite en Twitch. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur RMC, que vous parlez un peu anglais, Steven est là pour vous y répondre. Allez, hop. Donc voilà, Steven nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Donc c'est un vrai partenariat, on est super contents et c'est très enthousiasmant pour nous de travailler avec RMC, qui est pour moi une boîte de renom et qui va nous amener véritablement, on parlait de Conda tout à l'heure, je pense que l'RMC va encore nous amener un pas plus haut dans la renommée de Walibi Belgium. Je te propose de réagir maintenant à ces quelques informations. Simultané. Gare, embarquement, débarquement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? Pour moi, je ne suis pas un opérationnel pur jus, comme tu le sais. Je viens plutôt du monde de la finance à la base. Donc moi, c'est capacité. C'est plaisir client. Plus vous montrez dedans, mieux je me sentirai. Vous un peu moins, mais globalement,
le but, c'est véritablement d'amener une expérience, une fluidité à l'expérience et une capacité qui nous permettent effectivement, comme sur un Conda, comme sur un Mécalodon, d'avoir des débits de capacité qui sont véritablement importants. Et ce qui a demandé du coup aussi la destruction du 4D, j'imagine, c'est qu'on va être sur une assez longue gare, puisqu'on a donc 2 quais, un quai d'embarquement, un quai de débarquement, et ce qui va aussi permettre d'avoir le train qui arrive vite face à nous pour vraiment commencer l'expérience. Ben voilà, t'as tout dit. Une autre petite slide. Ça aussi, dans la réflexion RMC, c'est de se dire, mais en dehors du layout, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de nouveau? Oui, et je pense que, alors là, c'est un peu un point de vue très égoïste, hein, c'est quand je m'assieds dedans, enfin, moi, tout mon petit confort, donc c'est pas toujours très aisé hein, pour une personne comme moi, mais grosso modo, on veut là aussi amener de la nouveauté pour que nos clients, quand ils font le RMC, l'expérience elle soit globale, y compris dans le véhicule. Une drop 2 fois plus haute que la descente actuelle du Loup-Garou, ça je sais que c'est quelque chose qui a vachement étonné. C'est que les gens ont imaginé qu'un RMC allait suivre les courbes, et vous avez dit, on va faire complètement quelque chose d'inattendu, et revoir travailler sur un gros modèle avec un lift creux, en prenant un lift qui n'est pas du tout dans la direction. Ça aussi, c'est l'ADN Walibi d'oser et d'aller proposer quelque chose d'inattendu. Je crois qu'effectivement, il y a assez d'amateurs de coaster et de ce type d'hybride coaster dans la scène que pour savoir qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir se différencier. Et donc voilà, ça faisait partie effectivement aussi des critères quand on a discuté avec RMC du fait que oui, on voudrait quand même quelques éléments ou en tout cas quelques caractéristiques qui font que ce coaster par rapport à d'autres va pouvoir se démarquer. On a vu plein de créations sur les réseaux sociaux, dont celle de Blitz Coaster. Pour nous, c'est assez drôle à voir parce qu'on connaît le layout définitif. Et vous êtes nombreux à spéculer, à imaginer un peu ce qu'il va y avoir. Et pour le coup, c'est vraiment très bien fait. On peut leur confirmer donc que le layout à plat ne sera pas le layout final. Ouais, sinon c'est trop marrant ça. Donc, n'ayez pas de crainte, vous serez surpris. D'ailleurs, je propose quand même qu'on voit la première inversion. Ah, si tu veux, ouais. En on-ride. Ah, ouais. Et... Ouais. Là aussi, je vais reprendre le mot de Julien. On pouvait s'attendre à une inversion assez classique comme on voit, mais en fait à l'intérieur, on va avoir 3 changements de basculement, ce qui en fait là aussi un élément déjà inédit et jamais vu dans le monde. Absolument. Et donc on a vraiment essayé de créer, pas moi, de nouveau, les gens plus intelligents et qui savent faire des choses très créatives, ont effectivement designé, dessiné l'attraction de telle sorte à ce qu'elle plaise à un large public. Un large public. Un large public. On peut déjà avoir un aperçu d'un rail à gauche qui nous fait comprendre que ça risque d'être assez tortueux. Oui, voilà, ce sont des photos qui m'ont été envoyées par Steven pour me dire, regarde, là on y est, on a commencé un peu à travailler
sur la bête. Vous voyez, on est en 25. Pardon, 26, merci. Je vois que vous suivez et que mon cerveau, lui, ne suit plus. Donc on est en 26. Donc vous imaginez encore le temps qu'il faut jusqu'à 28. Hein. Mais, voilà. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut qu'on soit en capacité de faire les choses correctement, avec professionnalisme, de telle sorte à ce qu'on puisse délivrer réellement une attraction qu'on espère être une des meilleures attractions d'Europe, voire du monde. Niveau timing, je vous laisse applaudir, pardon. Niveau timing, donc le Loup-Garou va finir sa saison jusqu'à Winter. Oui. Ensuite, on s'attend à une destruction à partir de quand et à quand l'arrivée aussi d'RMC sur le parc? Alors nous, on va commencer la destruction à partir de janvier 2027. Donc après Walibi Winter, en fait, on va commencer à détruire le 4D parce qu'il va falloir y mettre une nouvelle gare. On va certainement aussi devoir, sur toute la zone du Loup-Garou, faire en sorte que les équipes de RMC puissent arriver et commencent je dirais, enlever une partie du rail pour justement venir reposer une autre partie dessus. La zone, elle est en deux temps. On est ici sur la phase 2 de 2030. Pourquoi travailler une zone déjà en deux parties? Tout simplement pour deux raisons. Une raison technique qui était une difficulté de flux où il fallait quand même pouvoir faire en sorte qu'une des zones principales du parc ne soit pas complètement bouchée et donc devoir faire le tour du lac pour pouvoir... non, ça c'était pas possible. Donc il y a des raisons techniques qui font qu'aujourd'hui ça n'avait pas de sens. Et la deuxième raison est une raison plus pragmatique et financière qui fait qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de pouvoir lisser cet investissement sur une période 2028-2030. Et la troisième raison, pour être très clair, c'est que nous n'aurions pas été en capacité de remettre un permis d'urbanisme pour l'ensemble du projet en aussi peu de temps. Donc on va commencer par la première partie qui est donc les deux gares, parce qu'en fait il y a une gare derrière qu'on ne voit pas mais qui est la gare technique et l'attraction. Dans la gare dans la gare principale, vous aurez l'occasion d'avoir déjà une boutique, d'avoir un tas de décorations qui vous mettront déjà dans l'ambiance, mais la deuxième phase nous permettra de construire, je dirais, l'ensemble. Et la quatrième raison, je parle de deux, mais en fait il y a une quatrième raison, c'est que cette seconde phase va nous permettre aussi d'adjoindre des attractions plus familiales, puisque je tiens absolument à chaque fois à ce qu'on ait un coaster d'une certaine importance, et j'espère qu'avec le Conda, le RMC deviendra vraiment la deuxième, alors je ne les mets pas dans l'ordre quand je dis la deuxième, ou la seconde icône du parc, mais globalement, moi je veux que ce projet ait véritablement un caractère aussi familial, et on voit effectivement ici les deux tours de chute qu'on viendra placer pour la saison 2030, le nouveau restaurant, ainsi qu'une halle, un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur Dock World, mais une halle qui sera plus fermée et qui nous permettra aussi de faire un peu d'animation dans cette halle, et qui a aussi pour objectif, parce que c'est je le sais, vous le savez certainement aussi, un des défauts du parc, c'est que quand tu es à ce qu'on appelait dans l'ancien temps la place de l'Europe, c'est-à-dire la place face à l'Aqualibi, tu as une vision quasi à 360 degrés de tout ce que tu peux voir sur le parc. On essaye aussi par ces zones de pouvoir recacher certains éléments
de telle sorte à pouvoir découvrir zone après zone. Et puis, tu parlais de ces nouvelles tours, il y a aussi la réintégration d'une attraction qui est actuellement à Fenois. Oui. Ça avait déjà été fait sur le Conda, Oui. sur la zone exotique. Ça aussi, de reprendre des attractions, de mélanger, d'offrir une offre plus... Absolument. Moi, je suis convaincu que c'est très bien d'avoir des zones enfants, mais tu ne parviens pas à utiliser, ou en tout cas tu as des attractions qui sont sous-utilisées parce qu'elles ne se trouvent pas à la bonne place dans le parc. Je prends l'exemple de Kondala. Kondala, qui est juste à côté de Konda, a multiplié par 3 la fréquentation de l'attraction de par le fait qu'elle se trouve à côté de Konda. Donc j'espère que, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas une primeur, ce sont les Samba Balloons, donc Phoebe's Bubble pour ceux qui ont connu Phoebe's Bubble, qui vont être réintégrés aussi dans cette zone-là. Et après. Pour la prochaine vidéo, je vous propose un moment de recueillement. Je vais donc demander de baisser un petit peu l'éclairage et de garder le silence pour l'honorer. Octobre 2027, le loup-garou disparaît. Le vampire. Ouais. Mais le loup-garou a aussi disparu avant. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi octobre 27? Pourquoi octobre 27? Tout simplement parce qu'on ne peut pas l'amener jusqu'à Winter, comme tu le sais, c'est une attraction qui a du mal, qui peine à pouvoir être opérée pendant les périodes de grand froid. Et donc elle n'a jamais été ouverte pendant l'hiver, donc on l'arrêtera effectivement en octobre 2027 pour pouvoir justement récupérer du foncier au niveau du parc et avoir certainement plein d'idées sur la suite du développement. Donc on ne peut pas en dire plus, mais on ne perd pas un espace pour rien. On perdra pas un espace pour rien, ça c'est sûr. Merci à tous de nous avoir invités. On vous propose maintenant de passer à un moment de questions-réponses avec toi, Jean-Christophe. Donc on a 2 personnes dans la salle qui ont des micros. S'il y a moyen de m'éclairer un petit peu plus la salle, parfait. Où sont les 2 personnes avec micro que je les vois? Où sont-elles? Ici, ici et ici. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et on viendra vous la poser. Si tu veux déjà aller au niveau de cette rangée ici, je vois qu'on a des mains levées. Bonjour. Alors, j'ai 2 questions. Oui, La vous pouvez première question, c'est... En bas, ici. Je suis là. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que ce serait possible, un peu comme le pass parking, de créer un pass photo pour avoir les versions numériques des photos pour les abonnés? Voilà. Écoutez, pas de photo. ça peut effectivement faire partie des éléments qui peuvent être pris en compte, donc pourquoi pas sans répondre avec un oui très affirmatif. Deuxième petite question, avec la nouvelle zone du coup de Festival World, que deviendra la zone du cirque d'Ibilo? Est-ce qu'on gardera Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'ils doivent faire leur propre analyse?
Ben, écoutez, on n'a pas parlé d'Ibilo aujourd'hui, comme vous le savez. Mais je suis sûr et certain que l'intervention que vous venez d'avoir maintenant sera certainement prise en compte par les équipes qui s'occupent du concept. On a une autre question juste derrière. Ah. Non. Ah oui. Alors, c'est une question plutôt pour ceux qui filment un peu comme moi. Ne retirez jamais, s'il vous plaît, la permission pour filmer au poignet ou au harnais dans les coasters, comme Walibi Holland l'a fait avec Delirium Mountain, je crois, ou Fantasyland quand il y a eu Fly, je crois, je sais plus du tout. Mais s'il vous plaît, ne le faites vraiment jamais, c'est trop. Vous me permettrez, pour des questions de sécurité, si on doit le faire un jour, de le faire. Hein. Parce que moi, je ne vais pas non plus, à un moment donné, risquer ma vie et d'aller en prison parce que il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et qu'on trouve que c'est une petite caméra. Oui, je suis d'accord. Maintenant, pour information, Voilà. Ou faire comme à Énergie Landiable, mettre... c'était avant uniquement harnais poitrine et on a permis d'autoriser le harnais avec la main, donc on va plutôt... si on veut peut-être... je vois d'autres questions. Peut-être ici de prendre une question de l'autre côté. Si on a quelqu'un avec un micro qui est de l'autre côté. Ouais. Bonjour Rowan, bonjour Jean-Christophe. D'ailleurs, félicitations pour ce magnifique plan que vous avez accompli. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a 3 questions. La première... Attendez, parce que il y a trop de bruit et je vous entends pas. Je vais essayer de faire vite. Première question, avec la zone Festival World, il y a une très grosse inspiration Nouvelle-Orléans. La ville étant ouverte elle-même sur un lac, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la zone Festival World s'ouvre à nouveau sur le lac? Deuxième question, concernant l'Aqualibi, est-ce qu'il y a des études, au-delà de l'aspect financier, sur la faisabilité peut-être de l'agrandir? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, Aqualibi est victime de son succès. Et la petite dernière, Walibi Run en 2027, oui ou non? Alors, première question, effectivement, je crois que vous l'avez constaté, comme nous, c'est vrai que l'ouverture sur le lac, et on l'a vu avec l'année passée, les 50 ans, la mise à l'eau des pédalos, etc., il y a un vrai avantage et il y a une vraie plus-value à le faire. Donc, clairement, il se pourrait qu'on utilise le lac d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas dans les plans actuels, mais effectivement, ça fait partie des questionnements. Donc, ça, c'est la première chose. Rappelez-moi déjà la deuxième question. Sur L'Aqualibi. Donc, l'Aqualibi, le problème de l'Aqualibi, c'est qu'on commence à manquer de foncier, et donc, effectivement, on cherche des idées pour pouvoir s'étendre, mais c'est techniquement très compliqué. Et la troisième, c'était sur le Walibi Run. Et sur le Walibi Run, est-ce qu'on va le refaire est-ce qu'on pourrait le refaire? Ma foi, la première édition s'étant plutôt bien passée, ce ne serait pas étonnant qu'il y en ait au minimum une deuxième, et je ne dis pas une seconde. Exact. Peut-être une autre question ici? J'avais une question concernant Festival World et aussi une question en rapport des accès PMR. Pour Festival World, est-ce que sur l'attraction, il y aurait des figures inspirées de d'autres attractions déjà situées dans le parc? Je ne vais pas répondre à la question, hein, parce que j'ai dit sur le RMC, ce que j'ai dit, je l'ai dit et je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Et sur l'accès PMR, est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'amélioration pour les accès PMR? Parce que concernant des accès PMR, j'ai actuellement un frère en situation de handicap et franchement, il y a beaucoup de problèmes au niveau des PMR, surtout au Tikiwaka avec l'ascenseur. Et franchement, les accès PMR aussi sur les trains, ce serait bien aussi de les améliorer. Est-ce que ce serait possible de faire ça? On est toujours effectivement sensible aux améliorations qu'on peut apporter sur la thématique des personnes à besoins spécifiques. Maintenant, il y a toujours aussi une question de sécurité qui primera toujours avant toute autre chose.
Oui, bon, donc bonjour à tous. Enfin, je pose justement la question est-ce qu'un jour il y aura un resort, un hôtel pour les personnes qui viennent de loin? Voilà. Un peu comme dans tous les parcs, on peut trouver ça un peu à Fantasyland et tout ça. La question elle est tout à fait pertinente, de se dire à un moment donné, à partir du moment où vous avez un certain nombre d'ambitions, de se dire comment développer, y compris pour nous, une fréquentation supplémentaire. Clairement, cette question, elle est pas à balayer de la main. Elle est même, je dirais, aujourd'hui étudiée, que ce soit clair. Ce n'est pas parce qu'elle est étudiée qu'elle sortira un jour des cartons, mais elle est étudiée. Et ça, je vais être particulièrement clair là-dessus. Une autre question peut-être? Bonjour, c'est pour une petite question. Est-ce que ce serait pas faisable de faire une parade dans le parc pour mettre un peu d'animation? Voilà. Alors, au niveau de l'animation, des parades, etc., aujourd'hui, le parc doit continuer à construire ses fondamentaux. Donc quand on aura ces fondamentaux-là, inévitablement, je dis bien inévitablement, on va passer de nouveau, comme sur d'autres parcs, vous citiez tout à l'heure Fantasyland, inévitablement, quand vous voyez les offres, que ce soit sur un Europa Park, que ce soit sur un Fantasyland, que ce soit encore un parc Astérix, pour parler d'un parc frère, on sait et on voit très bien que c'est une demande du visitorat. Ceci étant dit, on est aussi convaincu que ce n'est pas ça qui fait venir le visitorat. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé aux fréquentations qu'on considérera comme étant les bonnes fréquentations, on ne va pas aller là-dessus. Mais clairement, sur Noël, par exemple, on a un super outil qui est celui-ci. On l'ouvre parce qu'on sait qu'à Noël, c'est très bien d'avoir des espaces chauffés, indoor. Et donc, on l'utilise dans ce cadre-là. À Halloween, on l'utilise aussi. Maintenant, tout est dans tout. Et en étant un peu provocateur, je suis prêt à mettre un spectacle si vous êtes prêt à mettre la main au pot. Il y avait aussi une autre petite question. Est-ce que les pédalos cette année seront remis ou pas? C'était une des activités des 50 ans. Ça doit rester un peu comme une petite Madeleine de Proust, quelque chose qui a été à un moment un peu irréel, mais aujourd'hui c'est pas vraiment l'intention. Madame, je voudrais pas que vous ayez mal à la main, parce que vous l'avez tellement depuis longtemps que... Bonjour, est-ce qu'il serait possible de refaire des accès privatifs ou quoi pour venir voir les coulisses avec des étudiants ou des fans? En fait, on le fait déjà à certaines occasions. D'ailleurs, Steven hier était dans une convention internationale de professionnels de parcs d'attraction. On ouvre plutôt à ce type de public pour l'instant. Mais bon, je suis sûr que Guillaume va y voir un intérêt marketing et commercial et qu'il va réfléchir à cela. Oui, parce que franchement, ce serait top que les fans veulent venir travailler chez vous, donc voilà. Mais j'imagine bien. C'est toujours, même moi quand je regarde des reportages, je suis toujours émerveillé par ce qui se fait aussi chez mes collègues et je trouve ça toujours très très intéressant et très enrichissant. On a une question à gauche. En fait, bonjour. En fait, je viens en vélo à Walibi et en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité pour les vélos quand on passe sur le parking. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une piste un peu cyclable pour permettre au passage des vélos tranquillement, sans voiture, sans rien?
Non, la connexion elle n'est pas perdue. Je vous trouve déjà très courageuse de venir jusqu'ici en vélo. Parce qu'en fait, le vrai problème du vélo, il est... Je reconnais qu'effectivement, ce n'est pas simple de se mouvoir sur le parking avec un vélo. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais le vrai problème, mais ne vous en faites pas, c'est pris en compte dans le projet 2018. Vous savez qu'il y a une cyclostrade qui va passer ici tout autour du parc. Et donc, il nous a été aussi demandé, pour le dire de façon très transparente, par l'échevin de l'environnement, je crois. Je ne sais plus quel est son titre, mais qu'importe, c'est pas très grave. Effectivement, d'avoir un balisage qui permette à la fois, pas de sécuriser, parce que nous n'avons pas de responsabilité sur la voie publique, mais à minima d'avoir un balisage. Et donc, quand on devra faire cela, on réfléchira aussi au sujet que vous évoquez. On prendra de manière... On ne veut pas prendre le problème de manière micro, mais plutôt macro. Il y a une autre question, j'ai des questions tout en haut peut-être. On n'a pas laissé la parole encore. Au niveau du RMC, pourquoi avoir choisi RMC plutôt que GCI? Je ne sais même pas de qui vous parlez. Et très honnêtement, c'est là qu'est ma limite parfois par rapport aux fans. Hein. Je l'avoue très sincèrement, je ne sais vraiment pas de qui vous me parlez. Donc il n'y a pas une boutade là derrière. La différence majeure entre un GCI et un RMC, attention, parce que lui par contre il s'y connaît. C'est aussi qu'on allait avoir un retracking, mais sans pouvoir ajouter tous ces éléments et toutes ces inversions qui allaient suivre le parcours. Là, nous, il y avait quand même, sur le RMC, une intention de venir proposer une nouvelle attraction et pas un loup-garou V2. D'accord. Donc, maintenant que tu m'as dit ça, tu seras viré dans la seconde après, parce que tu m'as pas informé de ça avant. Et, Bon, et j'ai également une deuxième question. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir un tilt coaster Vekoma? Non. Non, parce qu'ils me l'ont proposé, je trouve, personnellement. Alors, c'est un peu ça, on peut débattre en démocratie, mais je trouve ça d'un inintérêt total. Oui, bien d'accord, mais c'est ce que Vekoma me dit aussi, mais et ils le savent, donc comme je sais que c'est filmé, ça va aller chez Vekoma, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'effectivement, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Ah ça, je suis d'accord avec vous. Comme quoi tout chez Vekoma, et je le reconnais aisément, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que le tilt inverted a plus de chance que le tilt. Et alors une toute dernière question, enfin pas une question mais plutôt une demande. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les écrans dans la file d'attente de Mécalodon et pas file d'attente pardon, de Mécalodon, de Pulsar, dans la zone où il y avait le mur qui se casse avec le battement, et également le premier écran dans le ride de Mecha? Écoutez, les opérationnels sont là, ils ont entendu le message. Et alors, on a un dernier petit cadeau pour vous. On n'a pas vu, hein, malheureusement, mais je suis sûr que... On arrive. Ah, ok. Il y a une mise en scène. Il se croirait au show de Felipe Garcia. Donc alors je vais le lire. Je t'entends. Le personnel de Walibi, le meilleur des personnels des parcs. Bah écoutez.
Eh bien, écoutez, comme vous le savez, je suis toujours... Laissez-le moi, je vais effectivement le prendre et je suis sûr, je vais le mettre en code 7. Voilà. C'est le sauront. Et le code 7, pour que vous sachiez, comme ça vous avez encore une petite info, c'est le restaurant dans lequel on va manger. On pourrait d'ailleurs obliger pour le prochain Pass Event que chaque personne vienne avec un cadeau. Oui, mais là, à un moment donné, on n'a pas les stocks disponibles pour tout foutre. Hein, donc, Est-ce qu'on a encore une ou deux questions peut-être? Oui, moi je l'aime bien celle-là. Alors, il y a déjà le micro qui a été distribué là-haut peut-être, et puis ensuite on oui, j'ai oublié autre question. Bon, ouais, vous me faites, de nouveau, vous devez avoir les solides bras, hein, parce que... Ah bah ouais, bah j'imagine. On vient après. Alors tout d'abord, bonjour. Je voudrais juste Bonjour. vous dire merci pour l'événement. Et alors, j'ai une petite question qui va fâcher. C'est par rapport au prix des passes. On a les passes qui... Voilà. Ils sont pas assez chers, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Là-dessus, effectivement, on est bien d'accord. Ils sont pas assez chers par rapport aux investissements qu'on a fait dans le parc. Parce que... Non, mais sincèrement, on peut en parler. Je vous assure, par rapport à ce qu'on investit dans le parc, c'est pas assez cher. On peut être d'accord de nouveau parce qu'on est en démocratie et que vous avez le droit de me dire vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Mais moi, je vous dis que le prix, il n'est pas assez cher. Au prix qui coûte, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déjà le payer en plusieurs fois, je trouve. Parce que, ça, c'est autre chose. C'est compliqué, mais il a augmenté de 200 € en sachant que cette année, on a 25 jours en moins par rapport au calendrier de l'année passée. Et aussi, j'ai une deuxième question, c'est par rapport à la période d'Halloween. Pourquoi le calendrier est comme ça alors qu'on est le seul parc de la CDA qui a cet horaire-là? J'ai pas compris, excusez-moi. L'horaire de Ibilo de cette année, de la saison d'Halloween. On est le seul parc de la CDA qui a un horaire en 2 semaines, où les semaines sont séparées de 2 jours en plein milieu. Il y a une semaine de 6 jours, une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Comme pourquoi? Alors que les autres années, les 2 semaines étaient toutes suivies. Pour la prochaine saison, cette année, déjà, je ne sais pas comment vous avez le calendrier, mais super. Via le site. Voilà, ils sont plus rapides que moi. Je vais vous le dire, vous n'êtes pas assez pour que j'ouvre tous les jours. C'est ça. Pas pour je ne vous parle pas des nocturnes, hein, je vous parle des jours normaux. Et donc, ces jours-là, je ne vais pas ouvrir parce qu'effectivement, ce qui se passe dans ce fameux pays qu'on appelle la Belgique, vous aurez peut-être remarqué que le public néerlandophone et le public francophone, cette année, n'ont même pas une semaine en commun. Et donc, inévitablement, je ne vais pas ouvrir des jours où nous ne serons pas rentables. C'est aussi simple que ça. C'est tout. D'accord. Et alors, j'ai une donc, dernière... et la réponse, elle est super transparente. J'ai une dernière petite question, alors, justement encore par rapport au pass diamant. Au prix qui coûte, est-ce que ça serait pas possible de revoir comme à l'époque les 20% qu'on avait quand on renouvelait notre passe et alors peut-être avoir ne fût-ce que la consigne dedans quand on vient. Par exemple, moi je vais souvent en moto, donc tout ce qui est casque, veste et tout, je dois à chaque fois payer ma consigne. Mais ce qui serait peut-être bien qu'elle soit dans le pass Platinum au prix qu'on paye, je trouve que ça serait pas mal quand même. Ça se négocie avec le marketing, effectivement. Tout simplement. Je vous remercie. On avait une question en haut, peut-être les gars. La madame avec son chapeau ici, je l'ai. Elle n'a pas tout inventé, elle se pose là. Désolé, je ne veux pas qu'elle se fasse mal. Non, je vais te poser moi-même là, peut-être au micro. Alors, merci. Dans Mécalodon, c'est pas très confortable quand même d'avoir son sac et je sais que la gamme est quand même grande, donc peut-être mettre des casiers. Parce que par exemple, moi avec mon chapeau, c'est pas très pratique. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ben oui, la gare elle est grande, on va la garder grande comme elle est. Ça fait partie du concept. Moi, aujourd'hui, le TUV m'a clairement dit qu'on pouvait embarquer les sacs. Je n'achète pas une attraction pour dégrader la capacité. Or, le fait de mettre son sac dans un bac nous fait perdre la capacité. Donc, vous perdez dans un casier, excusez-moi, je n'utilise pas les bons mots. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ah, des casiers externes? Oui, si on... Comme à Énergie India. Comme à Bouche, comme un peu partout, on vous fera payer encore un petit coup supplémentaire. On peut l'envisager. On peut l'envisager. Tu veux prendre Je reste aussi, bien que je trouve tout le monde sympathique, je reste aussi un patron d'entreprise qui a pour vocation, malgré les centaines de millions qu'on peut mettre sur la table, qui a aussi pour vocation de faire en sorte que l'entreprise, elle soit rentable. Et donc je dois toujours trouver les justes équilibres entre ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire et ce qu'on ne fera pas. Voilà. Tu veux encore répondre à quelques questions? Oui, parce que je vois qu'il y a des gens... Je vois en haut. Il y en a même en bas? Oui, monsieur là, parce que... On va déjà Il y a même en bas, ici. On va juste répondre à celle qui est à gauche parce que... Oui, alors, du coup... En haut à gauche. Oui, c'est moi. Du coup, moi j'ai 3 petites questions. Déjà, je rebondis sur l'histoire des casiers. Comment ça va se passer avec le RMC? Parce qu'on sait que ce sont des trains qui sont longs, chargés, à dispatch et tout. Donc, est-ce que vous avez envisagé une solution pour stocker les sacs? Quand elle est envisagée dès le départ et qu'on considère qu'elle a du sens, on le fait. Sur le Pulsar, ça nous paraissait avoir du sens, on l'a fait. Ici, sur le RMC, potentiellement, c'est peut-être mieux qu'on en ait. Non, effectivement, c'est une bonne idée. Sinon, par rapport à Tiki Waka, je sais que le constructeur propose, enfin ça existe déjà même dans des parcs de la CDA, d'avoir une station de chargement, déchargement. Est-ce que ça ne permettrait pas d'augmenter le débit qui est pas top? Et c'est déjà ce qu'on fait en faisant ça, parce que sinon, après, voilà, entre les casiers, les déchargements, chargements, enfin tout ça est étudié de telle sorte à ce qu'on puisse maximiser les débits. Ok, je vous remercie. J'ai une dernière question, c'est par rapport au récent merch de Conda. Parce que là, j'ai vu que vous avez fait des t-shirts magnifiques sur Loup-Garou, mais Conda, qu'est-ce qui s'est passé? Il va quelque chose parce qu'on ne comprend pas. Hein. Écoutez, comment je vais vous répondre à cette question sans vous mentir? J'ai moi-même été surpris de la collection qui a été sortie, pour être très clair, tout simplement parce qu'elle n'est pas spécifiquement conforme à ce qu'on aurait pu attendre de nos services retail. Ils ont bien compris qu'ils ne pourront pas avoir un second essai sur ce sujet. Je vous remercie. Et je tiens à préciser d'ailleurs que la collection... Après, sachez une chose, quand vous gérez une entreprise, si vous n'acceptez pas le droit à l'erreur de la part de vos collaborateurs, il ne faut pas être patron, hein, parce que sinon vous allez travailler un peu seul à la fin. Ça, il faut quand même le savoir. Donc voilà, j'accepte que mes équipes fassent des erreurs, ça arrive, ils doivent juste pas les répéter. Et la collection du loup a d'ailleurs été faite intégralement par un artiste qui est dans la salle. Et donc c'est un artiste. Kenan est là? Kenan est là. Ah, Kenan est là? Où il est, Kenan? Bah bravo. Ah, bah, voilà. Bravo, Kenan. Mais c'est pas un artiste. Ici. Bonjour. Bonjour. Avec moi, mon idée, c'est que ce serait cool, une fois, privatiser le bac pour les influenceurs et les abonnés, une fois. Uniquement réservé à ça. Aucun problème, je suis prêt à le faire au prix d'une privatisation d'un parc. Pour faire visiter les coulisses à ceux qui n'ont pas encore vu le procès. Oui, ça, ce sont des choses qu'effectivement on peut imaginer. Mais les privatisations, enfin, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça, très honnêtement. Sauf si effectivement le collectif des abonnés est en capacité
de payer une privatisation, et là, on le fera avec grand plaisir. Bien sûr qu'on peut parler du calendrier de septembre, qui nous a... De rien, excusez-moi. Qui effectivement, pour certains, est privatisé, pour d'autres déjà complet. Personnellement, je ne suis pas choqué par ça. Hein. Alors que vous le soyez, je peux l'entendre. Mais personnellement, en tant que patron, je ne suis pas choqué. Moi. Il y a Bipost. Bah oui, il y a Bipost. Évidemment qu'il y a Bipost comme depuis 17 ou 18 ans. Et depuis 17 ou 18 ans, ce sont des clients fidèles, comme vous. Et donc, j'ai l'obligation, mais aussi l'honneur de les recevoir. Peut-être quelques dernières questions, et puis on va pouvoir ensuite vous laisser courir pour récupérer le merch Conda avant que tout soit sold out. Le merch loup-garou, pardon. Lapsus. Et il risque d'être sold out. Ça peut devenir une collection rare. Est-ce qu'on a une dernière? Bonjour. Moi personnellement, je m'inquiète un peu quand je vois l'état de Karma World, parce que maintenant les façades de Karma World sont assez dégradées, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une zone que je trouve qui est magnifique. On voit aussi le Raja River qui est laissé assez en défait, qui ne marche plus aujourd'hui. Est-ce qu'il serait envisageable de redonner un beau coup de frais à cette zone pour qu'elle retrouve vraiment son lustre tel qu'elle a connu? Et aussi, je pense, parce que vous avez évoqué la zone de courte qui est vraiment superbe, mais la file de turbine qui, je pense, a été faite, il manque, je pense, quelques éléments de théma dans la file d'attente turbine. Est-ce qu'il est envisagé, peut-être sur turbine, peut-être par exemple de couvrir la file d'attente et de faire quelque chose dans ce long couloir gris, je veux dire? Alors, sur la turbine, effectivement, je vais pas éviter le sujet, mais le sujet est un peu plus annexe que Karma World, où là, effectivement, le constat que vous faites, nous le faisons aussi, et nous allons retravailler effectivement la scénographie, ou en tout cas le rafraîchissement de ce qui est fait aujourd'hui. Je ne peux que vous donner raison là-dessus. Allez, une dernière, peut-être? Ici. Une dernière à droite? Bah, toujours à droite, jamais à gauche. Vu que Vampire va partir, est-ce que vous prévoyez peut-être de prendre un petit bout du rail pour le mettre à l'entrée un peu en son honneur, un peu comme a fait Alton Towers? Oui, on fera certainement quelque chose pour le loup-garou. Je ne sais même pas si, avec mon esprit mercantile, on ne fera pas une grande brocante. Oui. Bon, on verra, mais l'idée est retenue, bien entendu. Et une deuxième question aussi. Il y avait aussi une deuxième question. Okay. Ouais, attendez, parce qu'il est là. J'en prends encore une de ce côté-là et une de madame. C'est parce qu'il avait pas fini. On est à deux. Est-ce que pour le RMC, vous allez mettre peut-être dans la file d'attente, un peu comme sur Voltron, parce que l'attraction va être très populaire, des casiers dans la file d'attente. Donc comme ça permettrait de fluidifier aussi encore plus le débit et pouvoir emmagasiner le plus de personnes. Je comprends ce que vous dites, j'ai été faire Voltron il n'y a pas longtemps. En termes de fluidification, j'ai pas trouvé ça, moi, au contraire de vous, extraordinaire. Après, comme je vous l'ai dit, on a déjà remis des permis, donc c'est pas véritablement dans ce sens-là qu'on va aller, même si effectivement les casiers sont là. Une dernière, ici à gauche. Ça marche mieux d'ailleurs dans Arthur, je trouve. Mais bon, ce n'est qu'une opinion. Alors, concernant les attractions, on voudrait savoir si les personnes corpulentes pourraient avoir des harnais un peu plus larges. C'est la question de votre frère.
Honnêtement, je n'en sais rien. Honnêtement, je pense pas qu'on est... Tout ça est lié à des... Dans le train... Non, mais déjà dans le train, qu'on puisse le faire, parce que le train il est compact, hein, donc je parle du RMC ici, hein, principalement. Donc je pense pas qu'on aura l'opportunité de le faire sur le RMC. Merci à tous d'avoir pris Rendez-vous en 2028 et on espère que vous serez là pour le premier tour de ce tournoi Costa RMC. Merci.